je suis Judith Moussou. Je suis la, je suis, je suis l'actuel leader du programme Discutons Dev de Python Bénin et je suis la modératrice du panel de ce soir. Et ce soir, je suis avec Monsieur Briand et Monsieur Eddy. Je vais laisser Monsieur Eddy se présenter après Monsieur Briand et nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer un peu comment le panel va se passer. Monsieur Eddy, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Eddy Agosso. Je suis ingénieur en hydraulique dans la vie active et parallèlement à ça, je suis investisseur à la BFVM et je produis du contenu assez sur l'éducation financière de la BFVM à travers les ateliers de la BFVM. OK. Monsieur Briand. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je vous avais perdu à un moment parce que j'avais des soucis techniques. Donc, je ne vous avais pas suivi. OK, je demandais la présentation, une brève présentation de vous avant qu'on ne commence le panel, au fait. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Madame Winsou. Moi, je suis Brian Idossou. Je suis salarié, entrepreneur et investisseur à la BRVM. Je suis par ailleurs le fondateur de Rich Bourse, qui est une plateforme qui met à la disposition des investisseurs des outils d'analyse et des données fiables pour identifier plus efficacement les meilleures opportunités du marché boursier. Et cette plateforme est utilisée au quotidien par des milliers d'investisseurs qui l'utilisent pour prendre leurs décisions d'investissement. Et je suis ravi d'échanger avec vous ce soir. OK, super. Bon, je remets le contexte. Le mythe a été organisé. Le thème du mythe, c'est comment fructifier son épargne grâce à la BRVM. Et on a pensé ça parce que, bon, il y a beaucoup de techniques d'épargne, certes au Bénin, surtout en Afrique de l'Ouest, mais on ne parle pas souvent de la BRVM qui est un bon moyen de pouvoir économiser de l'argent, surtout si on veut faire de l'épargne à long terme. Et lors de ce panel, j'aimerais bien demander à tout un chacun de garder le micro fermé. Si et c'est pas à vous de poser de questions et autres, de garder le micro fermé. Et si vous avez des questions, laissez dans le chat ou bien attendez qu'on vous donne la parole en levant la main et ça va se faire. Et la discussion sera une discussion open, donc il y aura des questions-réponses. Nous allons laisser les guests qui sont là se présenter et nous parler largement. Vous pouvez noter vos questions et nous allons prendre des questions à la fin du panel ou des fois peut-être au milieu si on n'a pas vraiment su répondre correctement. Donc j'aimerais bien que chacun puisse garder le micro fermé pour qu'on puisse ne pas avoir des interférences. Merci. Donc, et pour un début, nous allons commencer avec la définition simple de la BRVM et j'aimerais bien que les deux guests nous expliquent à leur manière qu'est-ce que c'est la BRVM de manière simple et compréhensible pour des utilisateurs lambda comme nous. Bon, je peux démarrer, hein? D'accord. Ok. Donc, bon, de manière simple, il faut dire que la BRVM, c'est un marché. Mais contrairement au marché que nous connaissons où l'on trouve des tomates, des pailles ou d'autres produits, à la BRVM, on trouve plutôt des produits financiers comme les actions et les obligations. Donc, concrètement, quand vous achetez une action, c'est que vous devenez copropriétaire d'une partie de l'entreprise. Et quand vous achetez une obligation, par exemple, vous prêtez de l'argent en échange d'un revenu prévu à l'avance. Et c'est là justement toute la différence entre le marché de la BLVM et les marchés traditionnels. Parce qu'à la BLVM, on n'achète pas pour consommer. On achète plutôt pour investir et pour faire travailler son argent. Donc, pour faire maintenant plus simple, il faut dire que la BLVM, c'est la bourse commune aux 8 pays de l'UEMOA et où les entreprises et les États viennent chercher de l'argent d'un côté et de l'autre côté où les investisseurs comme vous et moi pouvons faire travailler notre épargne. Et il faut retenir un point important, c'est que la BLVM n'est pas réservée aux riches.
C'est un outil accessible à toute personne, même avec des moyens modestes qui veut faire travailler son argent. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de manière brève sur la BRVM. Ok, merci beaucoup, Brian. Nous allons écouter Eddie. OK. Tout d'abord, je voudrais savoir si, comment on appelle, le mythe est enregistré. Oui, le mythe est enregistré. OK, d'accord. Super. Je pense que M. Richard a déjà tout dit par rapport à la BRVM de Massé de façon simple. Je dirais que d'abord, la BRVM, pour le définir, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières de l'espace de l'UEMOA. L'espace de l'UEMOA qui compte 10 pays, le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Niger. Bon, si je n'ai pas oublié un pays, je pense que ça fait les 8 pays. Et c'est ensemble qu'on a un marché commun. Et ça s'apparente au marché de Dantopa. Je prends l'exemple du marché de Dantopa, comme il a bien dit, où il y a des produits, des gens qui viennent acheter des produits et d'autres le vendent et tout, des produits vivriers, cosmétiques et tout. Au niveau du marché de la BRVM, c'est beaucoup plus des actifs financiers, les actions et les obligations qu'on y retrouve actuellement. Voilà. Ok. Vous avez parlé, vous avez donné la définition de la BRVM, je vous remercie. J'aimerais bien que vous nous expliquiez c'est quoi une obligation, c'est quoi une action et c'est quoi la différence entre une obligation et une action, parce que ce sont deux mots qui sont revenus dans vos différentes définitions. OK. Bon, je pense qu'il serait bien, Judith, de passer la parole à un intervenant précis quand vous posez une question. Ok. Bon, comme Monsieur Eddy parlait, je voulais continuer avec lui. C'est pour ça que je n'avais pas sélectionné quelqu'un. Mais bon, comme vous avez la parole, vous pouvez donner la différence entre les différents composants de la BRVM. OK. D'accord, d'accord. Donc, les composants, bon, c'est vrai que la question on peut l'avoir sous plusieurs angles parce qu'il y a d'un côté les produits financiers comme les actions et les obligations dont vous venez de parler, mais d'un autre côté aussi, il y a l'écosystème même de la BRVM, c'est-à-dire les acteurs du marché financier comme la BRVM elle-même, qui est la place boursière où les titres sont cotés et échangés. Il y a l'AMF, UEMOA, qui est un peu comme le gendarme du marché, qui est chargé de réguler, de protéger les investisseurs. Il y a le DCBR qui assure la conservation des titres et le bon règlement des opérations. Et il y a aussi les SGI, qui sont les intermédiaires obligatoires pour acheter ou vendre en bourse. Et autour de ces acteurs principaux, il y a bien sûr d'autres intervenants comme les SGO, les sociétés de gestion d'OPCVM, les SGP, sociétés de gestion de patrimoine, les entreprises cotées et les autres acteurs qui participent à la vie du marché. Donc, il y a les acteurs dont je viens de parler. Maintenant, les produits financiers, si on revient sur eux, les actions et les obligations. Donc, une action, c'est une part du capital social d'une entreprise. Donc, on achète des actions, on devient actionnaire de l'entreprise et ça nous donne droit de participer aux assemblées générales, de toucher les dividendes lorsque l'entreprise en verse, ainsi de suite. Tandis que les obligations, d'un autre côté, ce sont des types de créances. Donc, souvent, quand on dit on souscrit une obligation, c'est qu'on passe de l'argent, on prête de l'argent soit à un État ou à une entreprise pour l'aider à réaliser ses projets. Et en même temps, de l'autre côté, on reçoit des intérêts, des coupons de manière régulière. Donc, c'est un peu ça. OK. Vous allez dire que action, c'est avoir des parts, être actionnaire dans une entreprise. Obligation, c'est prêter. C'est comme des créances qu'on fait et on a des coupons. J'aimerais bien demander, est-ce que ça nécessite forcément qu'on connaisse l'entreprise? Est-ce que ça nécessite forcément notre intervention physique, par exemple, au niveau de l'entreprise ou qu'est-ce qu'on doit faire concrètement?
Ok, bon, ça c'est une bonne question. Déjà, pour investir sur le marché boursier, il faut avoir un compte titre dans une société de gestion et d'intermédiation. Donc, il y en a 39 au niveau de la BLVM. Il y en a par exemple 5 au Bénin. Il y a la LGI Bénin, Africa Bourse, AGI Bénin, United Capital for Africa et BFS. Donc, la première étape déjà, c'est d'avoir un compte. Donc, lorsque vous avez un compte, à partir de ce compte, surtout si vous êtes en gestion libre, vous pouvez passer vos ordres d'achat, que ce soit pour acheter des actions ou pour acheter des obligations. Donc, de manière très simple, c'est comme ça que ça se passe. Avoir un compte et ensuite passer ses ordres de bourse pour acquérir les produits, ces produits financiers-là. Donc, bien entendu, il ne faut pas... Bon, aujourd'hui, avec la bourse en ligne, on peut faire les opérations de chez soi, de sa maison. Au début même, bon, il y a 10 ans, comme ça encore, on passait les ordres par mail. Mais maintenant, grâce aux plateformes que les LGI nous offrent, on peut directement se connecter, passer nos ordres nous-mêmes. Donc déjà, on n'est pas obligé d'être présent physiquement. Je peux être au Bénin, acheter des titres de toutes les entreprises cotées à la BLVM qui sont réparties dans tous les pays de l'UEMOA. Donc, je peux acheter des actions de la Société ivoirienne de banque, par exemple, de BOA Côte d'Ivoire, de BOA Sénégal, ainsi de suite, depuis le confort de ma maison. Donc, je n'ai pas besoin de connaître le DG ou connaître quelqu'un à l'intérieur de ces entreprises-là avant de devenir actionnaire. Merci. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer, on note ça. Et j'aimerais bien demander à Eddie, entre actions et obligations, que conseillez-vous à un débutant qui veut rentrer sur le marché de la BRVM? Qu'est-ce qu'on doit acheter quand on est au début? Ok, quand on est au début, ce qu'il faut acheter, je pense que au niveau de cette question, les deux actifs, on peut les acheter. Tout dépend en fait de la personne et comment on appelle, de son profil et de comment elle se projette en fait. Si par exemple c'est une personne qui ne souhaite pas du tout se former par exemple, ou bien prendre des risques pour se former, pour comprendre comment on achète une action, comment on fait des opérations, comment on analyse une entreprise et tout, bon, il peut décider en fait d'acheter uniquement des obligations. Là, il emprunte de l'argent à l'État ou il y a une entreprise privée, des grandes entreprises qui viennent chercher de l'argent pour soutenir leur projet ou bien pour soutenir le budget de l'État. Donc, il peut emprunter à l'État, se contenter de prendre des coupons de 6% à 6% en moyenne sur des obligations et tout, et voilà, ne plus rien faire. Là, c'est une décision. Maintenant, s'il souhaite mieux comprendre comment les choses fonctionnent et avoir, en fait, être plus actif, en fait, il peut décider de se former, de se former et d'apprendre comment faire pour acheter des actions et faire des rendements assez plus intéressants et être plus actif sur le marché, en fait. Donc, pour un débutant, il faut retenir que ça dépend de la personnalité de la personne et de son souhait, en fait, par rapport à ce qu'on lui propose et comment il voit les choses. OK, merci. Bon, en résumé, c'est acheter des obligations, si tu prends moins de risques qu'acheter des actions. Si tu veux aller vers les actions, il faudra se former au marché boursier, prendre des formations, prendre des cours, s'informer au fur et à mesure. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. À moins que la personne délègue en fait son compte en gestion en gestion, comment on appelle, en gestion déléguée à sa SGI qui pourra lui gérer ça sous une rémunération de entre 1 à 2% l'année et tout. OK. Si cette personne doit gérer elle-même, je pense qu'elle doit être outillée pour pouvoir le faire, au risque de ne pas comprendre ce qu'elle fait. D'accord. Vous avez parlé de SGI, des sociétés de gestion d'intermédiation, et je pense que Brian aussi en avait parlé.
Quel est le rôle exact de ces structures? Comment bien les choisir? Ça va que, bon, je peux confier la gestion de mon argent à telle ou telle personne. Est-ce qu'il y a vous avez des sociétés à nous recommander au Bénin ou bien dans la zone de l'Afrique de l'Ouest qui font de la gestion, qui sont des SGI, qui pourront nous aider à gérer nos comptes en tant que débutants sur le marché de la BRVM? Je vais laisser Brillant parler et après vous allez compléter. J'aimerais bien écouter l'avis de vous deux. Ok, merci beaucoup Judith. Donc, comme je le disais tantôt, pour investir à la BRVM, il faut obligatoirement passer par une SGI, Société de gestion et d'intermédiation. Donc, la SGI, c'est simplement l'intermédiaire entre vous et le marché. Donc, elle ouvre votre compte titre, c'est elle qui transmet vos ordres d'achat et de vente, même si vous avez la possibilité de les saisir sur leur plateforme. C'est leur plateforme qui permet de router les ordres vers le marché. Et elle peut aussi vous accompagner selon son niveau de service. Donc, autrement dit, la SGI, c'est vraiment votre porte d'entrée vers la bourse. Maintenant, comment bien choisir une SGI? Il y a plusieurs critères essentiels. Il y a par exemple la simplicité des démarches déjà pour ouvrir le compte, pour contacter la SGI et dialoguer avec elle. Il y a la clarté des frais aussi, les frais que la SGI prélève. Il y a la qualité du service client. Et il y a aussi la réputation qui est très, très importante. Et aujourd'hui aussi, un critère qui est aussi important, c'est la disponibilité d'une plateforme en ligne pour suivre son portefeuille et passer ses ordres. Bon, donc je l'avais déjà dit aussi, à la BRVM, il y a 39 SGI. Bon, la plupart sont en Côte d'Ivoire, mais au Bénin, on a aussi la chance d'en avoir quand même 5. Il y en a 5 au Bénin. Il y a la SGI Bénin, il y a AGI Bénin, Africaine de gestion et d'intermédiation, Africa Bourse, BFS et UCA. Maintenant, ce que moi je recommande souvent pour le choix des SGI, c'est de ne pas hésiter à les contacter. Parce que, bon, là, par exemple, au Bénin, il y en a 5, puisque parfois, les impressions peuvent varier d'une personne à une autre. Une personne peut dire, oh, j'ai apprécié telle SGI, c'est la SGI Bénin, d'après moi, qui est la meilleure. Déjà, souvent, quand ils disent que c'est une SGI qui est la meilleure, ils n'ont pas essayé les autres pour savoir réellement ce qu'il en est. Donc, il y a parfois des perceptions. Et sur la plateforme Richbourse même, il y a une page qui recense les avis et les notes des investisseurs sur les différentes SGI qui peuvent déjà orienter non seulement les débutants, mais ceux qui investissent déjà dans le choix de leur SGI, s'ils veulent en changer ou s'ils veulent en adopter. Donc, bon, déjà choisir une bonne SGI, c'est bien démarrer son investissement. Et comme je le disais encore, il faut vraiment contacter celles qui nous intéressent. Puisque quand on commence, il y a des noms qui ressortent. Au Bénin, on va peut-être plus parler de la SGI Bénin, de AGI, de Africa Bourse. Tout dépend déjà de la personne qu'on contacte pour avoir les informations. Puisque la personne ne peut nous renseigner que par rapport à ce qu'elle-même, elle connaît, par rapport aux expériences qu'elle a. Donc, les SGI, leurs tarifs sont différents, leurs services sont différents, mais étant des sociétés commerciales, elles se font de la concurrence et elles essayent aussi de s'améliorer, toutes pour pouvoir attirer plus de clients et fournir de meilleurs services. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette question, en attendant peut-être d'autres points spécifiques à approfondir. Ok, Eddie, on t'écoute. Est-ce que tu as des apports à faire par rapport aux sociétés de gestion d'intermédiation? Bon, comme apport, je pourrais dire le fonctionnement d'approvisionnement du compte titre, qui est aussi très important par rapport aux SGI. Par exemple, actuellement, il y a des SGI qui ont plus innové par rapport à d'autres. Quand je prends certaines sociétés où directement, tu peux approvisionner ton compte directement à partir du mobile money. Ils ont des codes marchands. Tout simplement, depuis ton compte mobile money, tu fais un dépôt sur le compte marchand, tu envoies la capture à ton gestionnaire et le compte est approvisionné. Alors que vous avez d'autres SGI qui sont toujours encore avec des banques
et qui n'ont pas de compte bancaire dans toutes les banques pour les approvisionnements afin d'étaler des banques où il n'y a pas trop d'influence pour faire les dépôts. Donc, je dirais aussi que cela aussi pèse dans le choix et le temps d'approvisionnement du compte aussi. Donc, moi, par exemple, j'ai vécu une expérience qu'au début, j'avais un compte dans une SGI, mais cette SGI ne fournissait pas, une SGI au Bénin, mais qui ne fournissait pas la bourse en ligne. C'est vrai qu'il y avait un accès au compte en ligne, mais ça ne permettait pas d'avoir accès directement au marché et de voir réellement ce qui se passe et tout par rapport à certaines choses. Donc, c'était une insuffisance et je l'ai remonté plusieurs fois, mais à cause de cela, moi, j'ai dû transférer mes fonds ailleurs parce qu'ils ont d'abord exigé que chaque ligne, par exemple, pour chaque ligne d'action que tu as, pour le transfert, ça coûtait 35 000 francs, par exemple. Donc, c'était des méthodes pour garder, comment on appelle, les clients. Donc, qu'est-ce que j'ai simplement fait? C'est des retraits. Je suis sorti des positions et j'ai fait des retraits que j'ai amenés, que j'ai découvert d'autres SGI qui me permettaient en fait d'avoir accès à la bourse en ligne, à la plateforme du marché et tout, et d'avoir une meilleure vue sur le marché et d'avoir en fait des systèmes de paiement où je peux directement passer par du mobile money pour recharger, comment on appelle, le compte. Donc, je pense que c'est aussi un pilier essentiel par rapport OK. à tout J'aimerais bien, comme nous sommes des débutants, j'aimerais bien que vous nous donniez le nom de votre SCI. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr, pour qu'on puisse se référer à eux. Vous allez donner des avantages, par exemple, par rapport à d'autres concurrents et autres. Parce que bon, moi, je demande ça déjà. Je sais que d'autres vont le faire. Et au-delà de ça, c'est plus facile, par exemple, maintenant de faire la recherche par Momo que de dire on va se déplacer à chaque fois. Donc, si vous pouvez donner le nom du SGI, ça serait vraiment un plus. Sachant très bien que c'est pas le seul SGI qui existe. Monsieur Briand en a cité bien d'autres. Donc, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de ces autres pour voir leurs avantages par rapport à ce que Monsieur Eddy va donner. OK. Déjà, il faut aussi noter qu'on n'a pas l'obligation d'avoir notre SGI dans notre pays de résidence. Notre SGI peut être en Côte d'Ivoire ou bien une SGI qui se situe en Côte d'Ivoire. Le problème pour OK. certains, c'est aussi la proximité. Savoir que si j'ai une situation, je peux me référer quelque part de façon physique. Alors, moi, pour la petite expérience, moi, j'ai deux SGI actuellement que j'utilise. Il y a AGI et UCA. Alors, avec AGI, le dépôt, le montant minimum à déposer, je pense aujourd'hui, ils disent 0 francs. Mais sinon, moi, j'avais fait l'ouverture de compte minimale pour l'ouverture du compte, c'est 50 000 francs. Mais avec, comment on appelle les 50 000 francs là, vous pouvez acheter des actions ou bien des obligations. Ce n'est pas que c'est un montant que vous ne pouvez pas utiliser. Vous pouvez l'utiliser. Ils ont la plateforme, la bourse en ligne, ce qui permet d'être sur le marché et de pouvoir passer les ordres soi-même, voilà. Alors que ceux qui n'ont pas la plateforme, la bourse en ligne, c'est-à-dire vous envoyez des mails pour envoyer vos ordres et tout, et demander est-ce que c'est validé, est-ce que tel temps, si vous voulez annuler, envoyer des mails et tout, donc c'est compliqué. Donc, j'ai choisi AGI. Aussi, AGI, pour le moment, ils n'ont pas encore le système de mobile money, mais eux, ils ont des comptes bancaires, en fait, dans toutes les banques comment on appelle, du Bénin. Donc, pour faire un approvisionnement, généralement, tu essayes d'aller dans comment on appelle, dans des banques où tu sais qu'il n'y aura pas d'affluence, pour ne pas trop tarder lors des approvisionnements et tout. Et généralement, quand moi je fais des approvisionnements, au bout de 24 heures, ou bien, oui, au bout de 24 heures, le compte est crédité. Voilà mon retour d'expérience sur AGI. Alors, UCA, l'ouverture de compte, c'est à partir de 100 000 francs. Et UCA a, comment on appelle, une plateforme et aussi le mobile money avec ses petits cash et, comment on appelle, un code marchand, MTN aussi. Tu peux faire des dépôts pour approvisionner les comptes. Donc,
voilà un peu mon retour d'expérience sur 2 SGI au Bénin. Et je voudrais dire que à AGI a une application où tu peux te connecter directement à ton compte, mais UCA ne l'a pas encore. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport aux SGI que j'ai déjà utilisés. Voilà. Donc, je ne voudrais pas parler de dire le nom de la SGI où il n'y a pas de plateforme et tout. Il ne faudrait pas que cela soit perçu comme on appelle un avis négatif de ce truc-là. Voilà. Ok, merci beaucoup pour le partage. Et je vais demander à Brian, on va parler argent maintenant. J'aimerais bien qu'on parle un peu argent. Vous allez parler d'approvisionnement de comptes, données d'ordre. J'aimerais bien qu'on commence par l'approvisionnement de comptes. Combien il faut avoir? On est au Bénin, on est salarié, on veut se lancer dans la BRVM. Combien il faut avoir minimum en poche après avoir une idée? Ok, merci Judith. Bon, déjà, le premier message à faire passer, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être riche pour commencer. Donc, au niveau de la première étape, disons, c'est l'ouverture de compte. Et pour ouvrir son compte au niveau des SGI, certaines ne demandent aucun capital minimum, aucun montant minimum pour l'ouverture du compte, comme Eddy le disait tout à l'heure. Et sur le marché, l'action qui coûte la moins chère est à 32 francs. Donc, c'est comme si théoriquement, bon, avec 32 francs, on peut déjà commencer à investir. Mais dans la pratique, pour investir de manière efficace, bon, je recommande quand même de démarrer avec un minimum de 50 000 francs. Ça, c'est vraiment le minimum pour pouvoir acheter des actions, pouvoir enfin faire quand même quelques petits arbitrages. Et si vous n'avez pas ce montant de 50 000, bien entendu, ce n'est pas un problème. Vous pouvez prendre le temps d'épargner progressivement, avoir ce montant-là avant de vous lancer. Parce qu'il faut dire que, bon, l'une des recommandations, par exemple, quand on investit en bourse, c'est d'investir de l'argent dont on n'a pas besoin immédiatement. Donc, je suppose que peut-être après ce talk, certains ont envie d'investir, ils n'ont qu'une épargne de 50 000 ou de 40 000. Il ne faut pas qu'ils prennent tout pour aller investir directement. Parce que, bon, il y a l'épargne, il y a plusieurs manières de catégoriser les capitaux qu'on a avant d'aller en bourse pour justement ne pas faire certaines erreurs, être obligé de vendre ces titres financiers à perte pour régler des urgences, ainsi de suite. Donc, voilà, avec 50 000 déjà, on peut commencer. Et pour approvisionner son compte, bon, Eddy parlait d'approvisionnement par les applications mobile money ou aller déposer, faire les dépôts aussi dans les comptes bancaires. Moi, personnellement, je ne suis pas allé dans une banque ou autre depuis plusieurs années pour approvisionner mes comptes au niveau des SGI. Je les fais toujours par virement. Donc, la banque dans laquelle j'ai mon compte courant a une interface en ligne qui me permet de faire des virements. Donc, il suffit de faire un virement vers mon compte titre, d'envoyer ensuite un courrier à ma gestionnaire de la SGI pour l'informer que j'ai fait un virement et mon compte en bourse est automatiquement crédité. OK. Donc, il faut avoir un minimum 50 000. Et je tiens aussi à ajouter aux interventions que la BRVM, c'est une épargne à long terme. Donc, le but n'est pas de quitter ici, de prendre vos épargnes et de tout mettre dedans. Il faudra vraiment réfléchir et se poser avant de pouvoir commencer ça. Maintenant, vous avez parlé de 50 000. OK, j'ai 50 000. J'ai fait la création de compte. J'ai approvisionné mes comptes. Quelle est la fréquence à respecter pour pouvoir approvisionner les comptes? Est-ce que je crédite mes comptes toutes les semaines ou bien c'est quand j'ai la possibilité de créditer ou bien c'est par semaine, il faut le faire? Est-ce qu'il y a une obligation par rapport à ça? J'aimerais bien que Eddy nous réponde par rapport à cela. Alors, je dirais que c'est, comment on appelle, il faudra l'illustrer comme une boule de neige, en fait. Une boule de neige qui roule, c'est-à-dire c'est un petit truc, et au fur et à mesure qu'elle roule, en fait, ça grossit, en fait.
Ouais. Donc, l'essentiel, quand on commence avec 50 000, ou bien avec un petit montant, ce n'est pas de s'arrêter uniquement à ce montant et se dire, bon, voilà, je vais faire des performances incroyables avec cela. Non. Le but, c'est de commencer avec ce petit montant et d'être régulier dans un système d'approvisionnement pour permettre au compte ou bien pour permettre à son portefeuille de grandir. Voilà, c'est le mot de grandir et de grossir. Parce que 10% de 1 million et 10% de 10 millions, ça ne donne pas le même résultat. Vous voyez? Donc, quand on a un compte, par exemple, de 50 000 ou bien d'un montant donné, il faut regarder sur la base de ses revenus et de son épargne, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre de côté en termes d'investissement à la bourse. Ça peut être par mois, ça peut être par trimestre, ça peut être par semestre, ça peut être annuel. Donc, ça dépend aussi de la façon dont, comment on appelle, les revenus viennent. Si c'est mensuel, on peut décider, par exemple, moi, je suis salarié et chaque mois, je dépose un montant fixe sur mon compte titre. Chaque mois. Et je l'ai déjà fait. Et c'est une discipline, en fait, pour moi, de le faire. Si j'ai un montant qui est supérieur avec une autre activité, je le mets sur le compte. Et comme ça, je permets à mon compte, en fait, de grandir, d'avoir plus d'actions et d'avoir une valorisation plus importante à l'avenir. Donc, c'est aussi, pour le faire aussi, c'est de se projeter à long terme. C'est-à-dire, on n'investit pas pour un an, je dirais, on investit pour des années, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, et avec des objectifs, en fait. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'ouvrir un compte titre parce qu'on veut ouvrir un compte titre. Parce que avant, qu'est-ce que nos parents faisaient? Quand nos parents commençaient par travailler, en fait, systématiquement, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'acheter un terrain dans la bourse à 200 000, 250 000, 300 000 et tout. Et ils achètent plusieurs terrains comme ça. C'est-à-dire quand ils ont des moyens, tout le temps, d'autres achètent des terrains et tout. Et quand vient l'approche de la retraite, où un enfant veut aller à l'étranger pour étudier, ou bien comment on appelle, les situations de santé viennent, ou bien la retraite est proche, c'est là les parents commencent à avoir certains terrains qui ont pris de la valeur dans le temps pour pouvoir résoudre ces situations-là. Donc, c'est un peu, en fait, une similitude, en fait. Aujourd'hui, les terrains, par exemple, les prix des terrains évoluent très vite aujourd'hui. Donc, donc d'autres sont aussi un peu réticents à acheter des terrains aussi. Donc, investir et approvisionner son compte, c'est d'augmenter sa valorisation pour que dans le futur, dans les années à venir, en fait, ce soit pour un objectif et tout, pour pouvoir, comment on appelle, le réaliser, et utiliser une partie de ces fonds pour pouvoir réaliser ce projet ou de ces objectifs-là. Donc, il est important de démarrer et de pouvoir, comment on appelle, approvisionner pour augmenter le capital sur le marché et tout, afin d'être plus consistant dans l'avenir. Voilà. Okay. J'aimerais bien donner 2 exemples et vous écouter. Quel est le mieux conseiller? Je suis salarié, j'ai pu avoir, peut-être je gagne 120 000, j'ai pu prendre 50 000, déjà avec mes économies, tout et tout, j'ai créé mon compte titre, je vais me mettre à la BRVM. Est-ce que, par exemple, j'approvisionne mon compte tous les mois de 10 000, chaque mois je mets 10 000 dans mon compte titre? Est-ce que c'est mieux conseillé de faire comme ça ou bien j'attends, je cotise à côté et par chaque 3 mois, par trimestre, je mets 50 000 dans mon compte titre? Quelle est la meilleure manière d'approvisionner dans ces 2 cas-là, par exemple? OK, dans ces 2 cas, je pense ça dépend aussi de la personne. Mais je penche beaucoup plus déjà à la base, à la première méthode, c'est-à-dire de faire des renforcements systématiques. Parce que si tu décides de cotiser là et tout, pour le faire chaque 3 mois peut-être il y aura une situation, une petite situation, hein, que tu peux laisser, ou bien
des tentations et tu vas dépenser l'argent, comment on appelle, pour d'autres choses. Et je pense que déjà, quand on a un revenu, en fait, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'avoir un budget. C'est-à-dire, c'est d'évaluer nos dépenses et d'établir un budget en fonction de nos dépenses et tout. Et d'intégrer, comment on appelle, un système de paiement en premier. Payer le loyer, les factures, tout ça, ce n'est pas se payer en premier. C'est payer d'autres personnes qui ont déjà réalisé quelque chose pour pouvoir avoir droit à comment on appelle, à un service en fait, à un bien pour le mois. Donc, se payer en premier, c'est épargner. Donc, c'est d'abord clairement d'établir un budget. Si on fait trop de dépenses en distraction, de réduire les distractions et tout, et de pouvoir en fait dégager ce que j'appelle l'épargne. Maintenant, après avoir dégagé la ressource épargne, là, ça veut dire que tu te payes réellement toi-même. Fixer un objectif pour cette épargne et dégager maintenant ce qui ira en investissement et tout. Et cet investissement, par exemple, ça peut être le choix comment on appelle, de la BRVM et de son compte titre et tout, et s'atteler à, comment on appelle, à garder cette discipline et tout pour le faire, pour approvisionner son compte. Au-delà de ça, avoir un peu de liquidité, comme on parle de fonds d'urgence pour des situations de santé ou des choses qui viennent subitement, en fait. C'est ce que je dirais. OK, merci. Bria, j'aimerais bien demander, entre les tontines qu'on fait quotidiennement, l'achat de terrain et faire construction de location et investir dans la BRVM, quelle est la meilleure solution? Est-ce que la BRVM nous rapporte plus que de peut-être acheter un terrain peut-être dans un village lointain en attendant que ça prenne de la valeur ou bien de construire des locations? Est-ce que la BRVM nous et cette manière d'épargner, cette nouvelle manière d'épargner, est-ce que ça nous apporte plus de bénéfices que de faire ce qu'on connaît de manière classique? Ok, merci beaucoup, Judith. Bon, il faut commencer à dire que chaque solution a sa place, hein. Donc, la tontine, pardon, ça aide à la discipline d'épargne. L'immobilier, évidemment, ça peut être pertinent, mais déjà, il faut avoir beaucoup de capital et ça immobilise beaucoup d'argent. Alors qu'avec la BRVM, on peut commencer avec des moyens modestes et faire fructifier le capital au fur et à mesure. Donc, on parle d'immobilier, bon, on parle de terrain, je sais pas, le montant minimum, je sais pas, hein, 250 000, 500 000, 1 million. Il faut quand même un capital assez conséquent. Alors qu'en bourse, comme on l'a dit, même avec 50 000, on peut déjà commencer. Maintenant, au-delà des montants requis pour démarrer tous ces investissements-là, si on doit faire une comparaison en termes de potentiel de gain entre la BRVM et l'immobilier, de manière absolue, je vais dire que la BRVM peut rapporter beaucoup plus que l'immobilier, mais ça, c'est bien entendu, bon, déjà, ça dépend des produits financiers sur lesquels on investit. Là, on parle déjà des actions. Et ça dépend aussi de nos compétences et de la manière dont on arrive à sélectionner les bonnes actions. Donc, pour dire que sur notre marché, l'année dernière seulement, il y a des actions dont les cours ont été multipliés par 2, par 3, alors qu'avec l'immobilier, ce n'est pas possible. Mais dans le même temps, parfois aussi, les cours des actions sont aussi divisés par 2, par 3. Donc, ce n'est pas pour laisser croire que les choses sont faciles, mais c'est pour donner un peu les possibilités. Donc, la BRVM aussi, en fonction de la manière dont on investit, il y a plusieurs stratégies d'investissement. Pour ceux qui sont des rentiers, ceux qui investissent dans la rente pour avoir des dividendes de manière régulière, on peut un peu comparer ça à un investissement immobilier. Parce que dans l'investissement immobilier, ceux qui construisent les maisons et qui perçoivent des loyers peuvent être comparés à ceux qui investissent aussi en bourse et qui perçoivent des dividendes de manière régulière.
Et si je dois comparer ces deux types d'investisseurs, par exemple, je dirais que les dividendes, quand on investit dans une société qui a une bonne politique de distribution de dividendes, ces dividendes-là peuvent augmenter beaucoup plus vite que les loyers. Parce qu'en bourse, à la BRVM, il y a des sociétés qui non seulement versent de bons niveaux de dividendes, mais ces dividendes-là fluctuent au cours du temps. Alors qu'au niveau des loyers, il faut souvent laisser passer plusieurs années, peut-être faire des travaux avant de pouvoir augmenter ces loyers-là. Et bon, il y a les risques d'impayés, les locataires, un locataire part pendant plusieurs mois, la maison est vide, il y a un manque à gagner, ainsi de suite. Bon, bien entendu, en bourse aussi, parfois des sociétés qui étaient bonnes il y a 5 ans, qui versaient bien les dividendes, après ont des problèmes aussi, n'arrivent plus à en verser. Donc, les dividendes peuvent également être coupés. Donc, pour résumer un peu mes propos, déjà, pour la tontine, c'est pertinent pour ceux qui ont du mal à épargner. Donc, ça leur permet de développer leur discipline d'épargne, d'avoir un peu d'argent de côté qu'ils peuvent après utiliser pour réaliser leurs projets et éventuellement même pour investir en bourse. Bon, il y a la banque aussi, hein, dont on n'a pas parlé, mais que je cite quand même, qui permet quand même d'avoir de la liquidité de manière quasi instantanée et qui apporte une certaine sécurité aussi. Donc déjà, la banque, c'est mieux de déposer son épargne en banque que de le laisser sous le matelas. Parce que là-bas, déjà, il y a les 3,5% d'intérêt. Donc l'immobilier qui peut être pertinent pour ceux qui ont déjà un certain niveau de capital. Et enfin, la bourse qui offre la possibilité d'avoir la hausse des valeurs de nos titres, ce qu'on appelle la plus-value, et aussi des revenus réguliers, ce qu'on appelle les dividendes. Donc, quand on investit bien, bon, moi je dis souvent, un investisseur moyen peut s'attendre à faire un rendement de 10% en moyenne par an. Donc, s'il investit 100 000 francs, il peut s'attendre à gagner 10 000 francs par an. Maintenant, bon, avec l'intérêt composé, hein, c'est 10 000, même s'il ne touchait pas l'année qui suit, ça fait 110 000 francs, ça fait 11 000 d'intérêt, ainsi de suite. Mais ça, c'est l'investisseur moyen. Il y a les investisseurs beaucoup plus proactifs, compétents, qui peuvent aller à 15%, 20%, même 50%. Il y a des investisseurs qui ont fait des performances de 100% l'année dernière. Mais bon, dans le même temps, certains perdent aussi de l'argent. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et ça dépend du profil de chacun, de nos préférences, de la manière dont on sait gérer l'une ou l'autre chose. Mais la bourse, vraiment, c'est quelque chose qui rapporte quand on sait investir. Voilà. Vous avez parlé de rendement, vous allez parler de paie d'argent. J'aimerais qu'on parle d'abord du positif, le rendement. J'ai mon compte, j'approvisionne chaque 10 000, si je trouve 15 000 chaque mois, j'approvisionne. Vous avez parlé de rendement. Déjà, c'est quoi le taux de rendement d'une action? C'est quoi le taux de rendement d'une obligation? Est-ce qu'on est obligé de prendre forcément des obligations? Est-ce qu'on est obligé de prendre forcément des actions? Est-ce qu'on peut mélanger les deux au niveau de mon compte titre, prendre des actions, prendre des obligations en même temps? Comment ça se passe? J'aimerais bien que vous nous parliez de ça. OK. D'accord. Donc, lorsque vous ouvrez votre compte, si vous avez opté pour la gestion libre, c'est-à-dire dans le cas où vous choisissez de gérer vous-même le compte, vous avez la possibilité d'acquérir toutes sortes de produits financiers selon votre profil, hein, selon vos goûts, selon vos objectifs. Donc, vous pouvez mélanger au sein de votre portefeuille les obligations, les actions. Il y a même d'autres produits, hein, les fonds communs de placement. Voilà. Donc, les obligations, souvent, les intérêts sont entre, je dirais, 4% et 8% la plupart du temps. C'est souvent dans cette marge-là. Bon, certains ont légèrement dépassé même 8% l'année dernière. Donc, disons 4 à 9% à peu près pour les obligations.
Maintenant, avec les obligations, ce qui est bien, c'est que le taux d'intérêt est connu à l'avance, puisque quand une société lance un emprunt obligataire, dans la note d'information qui est publiée, il y a toutes ces informations-là. Le montant recherché, le taux d'intérêt, la période de versement, toutes les informations sur les obligations sont connues à l'avance. Et le coût unitaire d'une obligation, c'est à 10 000 francs. Donc, pour les actions, par contre, c'est assez variable. Voilà, c'est ce que je vais dire, c'est assez variable. Déjà, une action, par exemple, une action, vous pouvez l'acheter à 1 000 francs, peut-être en début d'année, et à la fin de l'année, l'action sera déjà à 2 000 francs, par exemple. Donc là, ça vous ferait un rendement de 100% uniquement sur la plus-value si vous revendez les actions à 2 000 francs, si je fais fi des frais, bien entendu. La même action achetée à 1 000 francs en début d'année peut se retrouver aussi à 500 francs en fin d'année. Et vous aurez aussi perdu 50% de votre investissement. Donc là, vous voyez que bon, c'est le choix, la manière dont on choisit même l'action qui est très importante. Maintenant, si je dois aller plus loin, l'action achetée à 1 000 francs en début d'année qui va à 2 000 francs en fin d'année peut l'année suivante revenir encore à 1 000 francs. Donc, tant que vous n'avez pas vendu à 2 000, quand ça revient à 1 000 francs, c'est comme si vous n'avez rien gagné en termes de plus-value. Et pareillement aussi, l'action qui était à 1 000 francs, qui part à 500, si vous ne vendez pas à 500, ça peut remonter à 1 000 francs, aller même à 1 500. Donc, c'est pour ça que certains voient que les actions sont un peu plus risquées à cause de cette volatilité-là. Mais ça, c'est la première manière de gagner de l'argent avec les actions. Et c'est, bon, je ne vais pas dire que c'est difficilement prévisible, mais c'est variable selon la société dans laquelle on a investi. Donc, je ne peux pas, par exemple, dire que quand on investit dans les actions, on peut avoir 5%, 10%, 15%, 20% de manière garantie. Ça dépend de la société, ça dépend du moment où vous avez acheté les actions et de plein d'autres paramètres. Maintenant, à part le côté plus-value qui se concrétise, se matérialise quand on vend une action qui a monté, ainsi de suite, il y a aussi le côté dividende. Donc, les dividendes, ça, ce sont des revenus un peu plus passifs et plus ou moins plus prévisibles aussi. Donc, la même action achetée à 1 000 francs, peut-être que cette société-là, dans sa politique de versement de dividendes, elle verse par exemple 10%, je vais dire, de ses revenus. Et les 10%, ça fait 100 francs. Donc, vous avez acheté l'action à 1 000 francs, on vous verse 100 francs de dividendes par action. Et ça, ces 100 francs-là, vous recevez ça automatiquement sans avoir à vendre votre action. De manière passive, vous recevez les 100 francs. Et l'entreprise peut par exemple décider l'année qui suit d'augmenter les dividendes. De 100 francs, il passe à 120 francs, il passe à 140 francs, ainsi de suite. Donc, sur notre marché, il y a des entreprises qui, en moins de 10 ans, ont triplé, quadruplé le montant des dividendes qu'ils versaient. C'est-à-dire que l'entreprise qui versait peut-être 100 francs de dividendes il y a 10 ans, aujourd'hui verse 400 francs de dividendes. Donc, les 1 000 francs que vous aviez acheté pour l'action vous rapporte aujourd'hui 40% de rendement. Donc, c'est vrai que à l'oral comme ça, c'est pas toujours évident pour un débutant de bien cerner toute cette notion-là. Et c'est ce qui effraie parfois les gens et les retiennent de venir sur le marché de la bourse. Mais si vous commencez à investir, ces notions-là deviendront beaucoup plus claires. Et avec quelques exemples concrets, on vous montre sur les graphiques comment ça fonctionne. On vous montre un tableau de répartition de dividendes, d'évolution au fil des années. Ça peut vous permettre de mieux comprendre ces notions-là et de mieux les apprécier. OK. J'aimerais bien, et j'ai une question déjà avant qu'on ne continue. C'est par rapport au rendement dont vous êtes en train de parler. J'ai investi mes 1 000 francs en début d'année
L'entreprise dans laquelle j'ai investi a dit qu'on aura à la fin de l'année, et à la fin de l'année, peut-être ça a valu 2000 francs. Donc, en plus des 2000 francs, j'aurai chaque mois les dividendes qui sont versés par l'entreprise, c'est ça, en plus de la valeur à la fin de l'action que j'ai achetée. C'est les deux j'aurai. Ou bien c'est seulement les dividendes j'aurai. En fait, l'entreprise, par exemple, peut dire, moi, je verse mes dividendes le 25 mai. Donc, tous ceux qui détiennent l'action le 25 mai vont percevoir les dividendes. Si vous aviez déjà vendu vos actions avant le 25 mai, vous n'allez pas les percevoir. Si vous ne les aviez pas non plus, vous n'allez pas les percevoir. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les dividendes sur notre marché sont, bon, pour la plupart, hein, quasiment maintenant, c'est devenu une norme. Toutes les sociétés qui font ces dividendes le font une seule fois par année, à une date précisée bien à l'avance. Donc, si vous OK. achetez, je reviens sur l'exemple de 1000 francs, si vous achetez l'action à 1000 francs en début d'année, en janvier par exemple, l'entreprise informe déjà qu'elle va verser ses dividendes en mai. Si vous avez toujours votre action en mai, vous percevez peut-être les 100 francs de dividendes et vous pouvez choisir maintenant de vendre votre action en juin ou autre. Peut-être que le cours serait à ce moment-là à 1200, 1500, 800, 700 et vous pouvez bénéficier des deux, mais pour bénéficier du dividende en particulier, vous devez détenir l'action le jour du versement de dividende. Ou bon, on appelle ça le jour de la cotation S-dividende. OK. Donc, quand on a des actions, c'est deux choses. Tu reçois des dividendes de la part de l'entreprise et tu peux vendre ton action plus cher que ce que tu as eu acheté ou moins cher que ce que tu as eu acheté. Par contre, des Exact. obligations, Par contre, tes obligations, c'est fixe. Quand tu achètes une obligation, l'entreprise vous dit, faut qu'il m'avait prêté de l'argent, vous serez payé à chaque fin d'année avec des intérêts de 7%. Donc, si tu as investi 1000 francs, tu as 7% de rendement et c'est fixe. Il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de vente. Ou bien, est-ce qu'on ne vend pas les obligations? Oui, c'est possible aussi de vendre les obligations, mais bon, le marché des obligations n'est pas aussi liquide que celui des actions, mais c'est possible de vendre les obligations aussi. Donc, les cours des obligations fluctuent aussi légèrement, hein. C'est toujours autour des 10 000 francs du prix acquis sur le marché primaire. Donc, ça fluctue aussi. C'est possible de le faire. Mais bon. OK. Bon, j'aimerais bien demander à Eddie de nous aider. Je pense que c'est M. Brien qui a parlé. J'aimerais demander à Eddie de nous aider par rapport au secteur. Aujourd'hui, vous êtes sur le marché boursier. Vous avez déjà eu à investir et autres. Quel secteur nous conseillez-vous pour pouvoir démarrer à investir? Quels sont les secteurs que vous connaissez, peut-être qui sont moins risqués, ou bien sur lesquels la valeur des actions prennent rapidement, ou bien la valeur des obligations est beaucoup plus rentable? Ok, déjà, par rapport au secteur, déjà les obligations, en fait, on dit plus il y a de risques, plus le rendement est intéressant. Donc, les obligations, il n'y a pratiquement pas de risque. Le risque, c'est le défaut de paiement au niveau de l'État ou bien de l'entreprise qui a contracté la dette. Mais généralement, ces deux entités s'assurent de toujours régler leur dette par rapport au truc. Donc, c'est des rendements assez fixes au niveau des obligations. Maintenant, au niveau de, comment on appelle, des actions, on a plusieurs secteurs parce que les entreprises sont de différents horizons. On a le secteur bancaire, on a le secteur industriel, on a le secteur services publics et transport. Aujourd'hui, sur le marché, nous avons 47 entreprises cotées à la BRVM. Et en matière de secteur, je dirais actuellement, comme si je dis maintenant, le secteur, ce n'est pas en fait systématiquement aller prendre son argent pour y mettre directement. Il faut d'abord l'analyser tout et tout. Parce que on a déjà une période, une très grande période de hausse qui s'est produite et tout. Donc, je dirais le secteur que je dirais le plus, c'est la banque, c'est le secteur bancaire. C'est le secteur qui est beaucoup performant, je ne vais pas dire beaucoup, qui est performant, qui est constant et qui plus qui beaucoup plus est constant dans
dans sa performance et tout, actuellement. Et tout. C'est ce que Ok. je dirais. Je parlerai du secteur bancaire, voilà. Par exemple, Ok. je peux et comme exemple les BOA. Comment on appelle un instant? Hein, BOA du Bénin, puisqu'on est au Bénin, quand je regarde BOA du Bénin, par exemple, au début de l'année, depuis le 1er janvier, le plus bas coût de BOA du Bénin, c'était à 5 800. Aujourd'hui, c'est à 8 000 actuellement. Bon, 7 350. Bon, en un an, c'est comme depuis le 1er janvier, 3 mois écoulés, un trimestre déjà passé. C'est quand même une valorisation de 20%. Capital investi. Et quand on va plus loin, c'est des valorisations plus importantes et tout. Donc, vous voyez, alors qu'en déposant de l'argent à BOA du Bénin en 3 mois, je ne pense pas qu'il y aura cette valorisation-là. C'est 3,7% à la fin de l'année et tout. Donc, c'est un exemple palpable. Mais le secteur bancaire est assez intéressant, je dirais. Ok, merci beaucoup pour la suggestion. Et maintenant, ma question, c'est de parler des risques. On a parlé du point positif, prendre des actions, prendre des obligations, tout ça, c'est bon, rendement, dividendes, tout ça. J'aimerais qu'on parle des risques. Est-ce que vous avez eu cas, ou bien vous connaissez, depuis que vous êtes sur le marché de la BRVM, des boîtes dans lesquelles les gens ont entrepris, mais dans les secteurs dans lesquels les gens ont entrepris, où ils n'ont pas eu à la fin de l'année des rendements ou bien les dividendes n'ont pas été payés pour les actions. Est-ce que les gens ont eu des pertes? Est-ce que vous connaissez des cas de pertes? Et comment on doit procéder en cas de perte? Pour la OK. question de perte, j'aimerais bien que vous nous éclaircissiez. Voyons. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la parole. Bon, il faut être très clair, hein. Investir en bourse comporte des risques. La valeur des actions peut baisser. L'investisseur peut perdre une partie de son capital, surtout s'il investit sans comprendre, il investit au mauvais moment ou il investit sur une seule entreprise ou sur la mauvaise entreprise, je dirais. Donc, pour prendre un cas simple, l'année dernière, on a une action qui s'appelle Filtisac, dont le cours est passé quasiment de 3 000 à 6 000 et ensuite de 6 000, je vais dire, à 3 000 à nouveau. Donc, sur cette même action, certains se sont fait beaucoup d'argent, mais d'autres ont aussi perdu beaucoup d'argent. Ceux qui l'avaient acheté à 3 000, qui l'ont vendu à 6 500, ont gagné beaucoup d'argent. Mais ceux qui l'ont acheté au sommet à 6 500, quand c'est redescendu, bon, à 3 500 ou autre, bon, s'ils n'ont pas vendu jusque-là, ils sont en perte latente, mais s'ils ont déjà vendu, c'est qu'ils ont perdu quasiment la moitié de leur capital. Donc, ça, c'est l'exemple d'une action parmi tant d'autres, mais c'est un peu comme ça que le marché boursier se passe, puisque les actions sont volatiles, elles fluctuent, elles montent, elles baissent. Donc, si tu achètes au mauvais moment, si tu es pressé de vendre, il se pourrait que tu perdes de l'argent. C'est pour ça que déjà, pour les débutants, par exemple, on recommande d'investir sur le long terme dans des entreprises solides. Puisque dans ce type d'entreprise, même si d'aventure le cours venait à baisser, les fondamentaux de l'entreprise font que le prix de l'action finit par augmenter avec le temps. Donc, on perd de l'argent sur les marchés tous les jours. C'est pour ça qu'il y a des méthodes de gestion de risque. Déjà, il faut comprendre ce qu'on fait lorsqu'on investit. Il ne faut pas mettre tout son argent sur une seule action, à moins qu'on soit vraiment sûr à 100% de ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas vouloir des gains rapides, sauf si on est un super, super bon trader. C'est qu'en bourse, il y a toujours des exceptions. On donne des conseils, mais qui, en fonction du profil de l'investisseur, peuvent ne pas être pertinents. Mais comme l'audience aujourd'hui, c'est quand même plus ou moins des personnes, des débutants en bourse, je vais donner les conseils adressés aux débutants. Il faut par exemple diversifier ses investissements. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas non plus diversifier à l'excès. Tu ne peux pas avoir 50 000 francs et acheter
10, même 5 actions différentes. Il faut que ce soit une diversification maîtrisée, mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Investir sur le long terme, investir dans ce qu'on comprend. Et par rapport aux dividendes, déjà, toutes les sociétés ne versent pas des dividendes. Et même les sociétés qui en versent régulièrement, il se pourrait qu'elles aient des difficultés. Cette année, par exemple, sur le marché boursier, il y a une société qu'on appelle la Bank of Africa Niger qui, les 10 dernières années, versait régulièrement les dividendes. Mais cette année, elle a décidé de ne pas en verser parce qu'elle elle a actuellement des difficultés. Donc, elle a décidé de couper les dividendes. Donc, les investisseurs, les rentiers ou les investisseurs qui comptaient sur ces dividendes-là n'auront rien cette année. Il se pourrait que l'année prochaine, elle en verse suffisamment si sa santé financière s'améliore. Donc, investir, la première des choses, c'est savoir ce qu'on fait. Et pour savoir ce qu'on fait, il faut se former. Il y a plusieurs manières d'investir en bourse. C'est ça qui est génial avec la bourse. Il y a une option, peu importe notre profil, peu importe notre situation, nos objectifs, il y a un produit financier ou une manière d'investir qui peut nous correspondre. Déjà, on n'est pas obligé d'investir soi-même en gestion libre. Il y a la gestion sous mandat où vous pouvez confier la gestion de votre compte, de votre portefeuille à des professionnels. Bien entendu, c'est contre une rémunération, mais il y a cette manière d'investir là qui peut déjà vous permettre de gagner plus que ce que l'épargne classique vous offre. Il y a aussi la gestion à travers les produits communs, comme les fonds communs de placement, bon, à travers les sociétés de gestion d'OPCVM. Là, vous achetez, je vais dire, des parts dans ces fonds-là. Et il se pourrait aussi qu'on vous verse des dividendes, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'il y a d'autres manières d'investir qui ne sont pas forcément investir vous-même, que ce soit les options collectives comme chez les LGO ou la gestion sous mandat. Donc, quand vous décidez d'investir vous-même, vous devez vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en bourse, même si on ne peut pas perdre tout son capital, on peut perdre beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des règles qui protègent quand même les investisseurs sur le marché boursier. Il y a une règle très importante et intéressante, par exemple, qui fait que les cours de bourse d'une action ne peuvent pas fluctuer de plus ou moins 5%, plus ou moins 7,5% au cours d'une séance de cotation. C'est-à-dire, si vous achetez une action qui était à 1000 francs en début de journée, en fin de journée, ne peut pas dépasser 1075 francs ou être en dessous de 925 francs. Donc, avec cette petite règle-là, vous ne pouvez pas voir votre capital s'évaporer du jour au lendemain. OK. Voilà, Maintenant, donc c'est un peu ça. OK, vous avez parlé dans votre explication, vous avez parlé de gestion par soi-même, gestion. Je croyais que quand on souscrit au niveau des LGI, ils sont censés nous gérer les comptes, acheter les obligations, acheter les actions. Est-ce Ah non, que c'est leur rôle, non? ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quand vous créez le compte, bon, il y a un contrat que vous signez. Donc déjà, ils vont vous demander pour quel mode de gestion vous optez. Est-ce que vous optez pour la gestion libre où vous devez gérer vous-même votre compte, sélectionner vos actions, vos obligations, en tout cas gérer entièrement le compte, ou bien vous choisissez la gestion sous mandat ou plutôt c'est eux qui vont gérer le compte pour vous, vous achetez les titres financiers. Bon, parfois il y a une gestion qu'on appelle gestion déléguée où bon, vous gérez vous-même mais avec leur assistance. Mais principalement, c'est deux modes de gestion, gestion libre ou gestion sous mandat. Et ça, c'est chez les SGI. Mais vous pouvez même vous référer directement à des SGO comme la SOAGA, qui est une société de gestion d'OPCVM. Donc, eux, ils investissent aussi en bourse, mais dans des paniers. Ils peuvent dire, par exemple, ils ont tel fonds qui est constitué à 80% d'actions, 20% d'obligations.
c'est pour les profils agressifs, un autre constitué de 50% d'actions, 50% d'obligations pour les profils modérés, ainsi de suite. Eux ont déjà des paniers d'actions et vous dites juste que je vais acheter telle part, tel nombre de parts dans ce panier-là qui est géré aussi par les professionnels. Donc, vous, après, le jour où vous avez besoin de votre argent, vous vendez vos parts pour récupérer vos sous. Et certains FCP versent des dividendes. Mais là, c'est vraiment un panier d'actions que vous achetez. Donc, en fonction de la manière dont vous investissez en bourse, les choix, l'attitude à adopter et plusieurs autres éléments diffèrent. Ok, merci. Et je vais poser une dernière question. Est-ce que vous pensez est-ce qu'on peut vivre un jour de ces dividendes? Si j'investis dans la BRVM, est-ce que grâce aux dividendes, au rendement et autres, je peux avoir une bonne retraite? Ok, oui, bon, disons, un petit porteur ne vivra pas de ses dividendes dès le début. Ça, c'est ce qui est clair. Mais en revanche, il peut progressivement construire un portefeuille qui génère d'abord un complément de revenus, puis des revenus de plus en plus significatifs avec le temps. Donc, bon, les dividendes, c'est comme un arbre fruitier, hein. Au départ, on plante, on entretient, on attend, et un jour, l'arbre commence à produire des fruits très, très sucrés, très délicieux. Donc, l'objectif premier doit d'abord être d'investir dans les dividendes pour avoir un complément de revenus et être régulier, être patient, réinvestir aussi les dividendes à chaque fois pour bénéficier de la force de l'intérêt composé, la magie des intérêts composés. Réinvestir, réinvestir, réinvestir. Et sur le long terme, ça pourra donner quelque chose de consistant en fonction du capital qu'on a investi en bourse. Bon, moi, par exemple, personnellement, aujourd'hui, je peux déjà dire que je peux vivre de mes dividendes déjà, mais je n'y suis pas arrivé du jour au lendemain. C'est beaucoup d'années de discipline, d'investissement, de réinvestissement, de capitaux injectés aussi. Et c'est un objectif qui est atteignable dans tous les cas. Et tout dépend aussi de plusieurs facteurs, hein. Quand on dit vivre de ces dividendes, bon, certains peuvent vivre déjà avec, je ne sais pas, 100 000, d'autres avec 150 000, d'autres il leur faut au moins 2 millions, 5 millions. Donc, en fonction il faut déjà faire une analyse pour voir de combien on a réellement besoin. Et en fonction de ce niveau-là, ce qu'il faut aussi investir est variable. Mais dans tous les cas, même si vous n'arrivez pas à vivre des dividendes, investir en bourse, si vous avez le profil de rentier, peut vous permettre d'avoir un complément de revenus non négligeable. Ok, bon. Je pense qu'on a fait le tour des obligations, des actions et autres. Il y a un partie concernant le marché Allô? immobilier de la BRVM dont on n'a pas parlé, que j'aimerais bien qu'Edith nous aide à avancer pendant quelques minutes et nous allons commencer à prendre les questions du public parce que là, le temps est en train de passer. Et j'aimerais bien qu'on parle des fonds communs de placement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mieux que les obligations et les actions? Qu'est-ce que c'est concrètement en quelques mots? Qu'est-ce que c'est le FCP? C'est quoi les avantages de fait du FCP? Ok, alors avant de répondre à la question, permets-moi de faire un petit détour. Il y a une chose qui n'est pas encore promue au Bénin, par exemple, et tout. On a parlé de l'investissement particulier, de l'investissement sous délégation, mais il y a l'investissement en tant que club d'investissement. C'est-à-dire que je sais que vous connaissez peut-être le Lions Club ou bien le Rotary et tout. Ce sont des clubs d'associations pour le service humanitaire, mais entre collègues au boulot, ou bien entre amis, ou bien en famille, on peut créer un club d'investissement pour investir à la BRVM et tout. Et ce genre de club se fait en toute légalité en prenant un agrément en tant qu'association avec des règlements donnés que vous êtes
vous êtes assis pour élaborer et ensuite vous pouvez créer un compte titre avec ça et vous réunir pour, comment on appelle, partager ensemble des analyses et tout et faire fructifier le portefeuille. Donc, c'est un truc, je sais, qui n'existe pas trop à Cotonou ou au Bénin et qui serait peut-être aussi utile dans certains cas et tout. Maintenant, ça peut remplacer la tontine parce que la tontine se base sur de la confiance et généralement, beaucoup ont de, comment on appelle, de déception par rapport à ça, surtout quand ils ont mis leur épargne dedans et tout. C'est un truc qui ralentit beaucoup et tout. Alors, la question de est-ce qu'on peut vivre de cette dividende ou bien, je dirais, est-ce qu'on peut vivre de ces investissements à la bourse? Je dirais que la question, pour cette question, il n'y a aucun doute qu'on peut le faire et que moi, je vois déjà des gens le faire, en fait. La première des choses, comme l'a dit, comment on appelle, M. Briand, c'est un objectif qu'il faut avoir sur du long terme, sur 10 ans ou bien 20 ans, et commencer très tôt. Parce que celui qui épargne plus tôt ou qui investit plus tôt a une performance qui est plus intéressante que celui qui commence tardivement ou bien à un âge vraiment élevé avec le temps. Donc, c'est une question de discipline, c'est une question de performance aussi, de se projeter dans une performance. Aujourd'hui, je pense même, c'est une question de performance et tout. Et aujourd'hui, il y a des communautés de bourse, des groupes WhatsApp et tout. Et moi, je vois, il y a des gens qui partagent leur portefeuille et ceux qui sont sur leur portefeuille, c'est vraiment consistant. Et ça a été bâti dans le temps. Et je peux parler dans une communauté où un ami qui a fait passer, qui a un portefeuille en 10 ans, qui est de près de 100 à 150 millions, qui se chiffre à près de 150 millions, qu'il a fait en espace de 10 ans. Et voilà, au niveau de, par exemple, au niveau du forum du salon de l'épargne et de l'investissement en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui a témoigné qui disait que lui, il renforçait son compte chaque mois de 25 000 francs. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il a un portefeuille qui a 10 millions. Donc, s'il a un portefeuille qui a 10 millions et qui prend en termes de dividendes même 10%, je dirais, parce qu'il aura certainement, je dirais, qu'il aura des actions à des prix bas, ça fait déjà 7 millions l'année. Donc, avec 7 millions l'année, je pense, divisé par 12 ans, ça fait déjà un revenu de près de 600 000 le mois. Donc, alors qu'il n'est pas encore allé à la retraite. Et ça, c'est, comment on appelle, le pouvoir de l'intérêt composé. Et pour y arriver à ce niveau, ce n'est même pas une question de beaucoup de moyens, par exemple. Il y a un outil que moi, j'utilise généralement pour montrer ça sur, comment on appelle, Richboost, que j'utilise très bien. Outil de calcul d'intérêt composé. Si un dépôt minimum de 1 million, par exemple, et que vous déposez 50 000 par mois avec un rendement qui est constant en moyenne de 15%, ce qui est tout à fait possible, c'est que vous avez un portefeuille au bout de 20 ans, comme ça, ou de 15 ans, qui pourrait avoisiner 80 millions. Et ça, ce n'est pas que aujourd'hui, aujourd'hui, 10 ans vient de passer très rapidement et on aura un autre président. Donc, 14 ans passera très vite et tout. Donc, c'est commencer plus tôt et en fait, avoir l'engouement par rapport à ça. Vraiment avoir cet engouement et tout, et cette envie de performer et tout. Je connais aussi un autre ami aussi qui, aujourd'hui, a un portefeuille qui est très performant, qui fait tout thème, mais qui est très performant et qui gagne aujourd'hui au bout de, je pense, 3 ans d'expérience ou de 4 ans aujourd'hui, qui fait plus que son salaire, comment on appelle, en tant qu'infirmier. Aujourd'hui, il forme les gens au niveau de la BFM. Pourtant, il était infirmier avant. Donc, le marché financier, je sais qu'on a répondu à plusieurs choses. Ça peut sembler compliqué pour certains. Ça peut sembler, comment on appelle, oui, il faut avoir
comment on appelle, des diplômes et tout. Non, même pas. Tant que tu sais lire, écrire et faire quelques petits calculs, en fait, tu peux investir naturellement en bourse, en fait. Voilà ce que je dirais. Maintenant, parlons des fonds communs de placement. Personnellement, pour les fonds communs de placement, bon, pour la petite expérience que les gens disent et tout, moi, mais je n'ai pas encore fait une expérience des fonds communs de placement. C'est parce que je n'ai jamais investi dedans. C'est des paniers où tu achètes une part et tout, et tu peux le vendre et tout. Maintenant, il y a des fonds communs de placement qui sont assez uniquement obligations. Ça veut dire qu'il n'y aura pas réellement une performance sur les obligations. Le coupon est déjà connu et tout. Il y a des fonds de communs de placement qui font le mixte obligations, actions, et il y a d'autres qui font les actions. Moi, personnellement, dans certaines communautés où les gens font retour d'expérience en termes de performance des FCP, en fait, ils ont eu, c'était pas vraiment intéressant. En termes de performance, je dirais. C'est vrai qu'il y a la liste et tout, et certaines FCP partagent leur performance et tout, mais bon, en termes de performance pour certaines FCP, c'était pas vraiment intéressant. Et à cause de ça, ils ont liquidé leur part et ils ont géré leur portefeuille eux-mêmes et se retrouvent avec des résultats très intéressants et mieux par rapport au FCP. Parallèlement aussi aux gestions sous mandat aussi, celle-ci, un constat, c'est que, bon, je ne sais pas si c'était parce qu'on était dans une culture un peu baissière, mais le constat aussi, c'est que ce n'est pas pour dénigrer des SGI, hein, mais le constat, c'est qu'au niveau même de cela aussi, il y a des gens qui ont eu des retours un peu négatifs et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui gèrent leur portefeuille. Et c'est ce que moi, personnellement, je recommande aux gens, c'est de gérer eux-mêmes leur portefeuille. Et ce n'est pas compliqué de le faire et tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 5 en analyse financière ou bien tout là. Et tout, juste dans la lecture et tout, et pouvoir faire des calculs et tout. Et avoir l'envie de performer et l'envie d'investir. Parce que c'est un milieu où on rencontre beaucoup de personnes assez intéressantes, des partages d'intérêt, des partages d'expériences très, très, très favorables et tout. Et voilà un peu ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Et je vous ai perdu à un moment donné, mais bon, quand même, j'ai vu que j'ai pu répondre et j'ai pu rejoindre à temps. Et je vous remercie pour les différents partages. J'aimerais bien vous demander si vous avez des ressources à nous partager en tant que débutant dans le domaine de la BRVM. J'espère que vous me recevez, hein? Oui, très bien. Ok. Donc, si vous avez des ressources à nous partager, n'hésitez pas à partager les liens dans le groupe. Je vais partager d'abord en tant que débutant. Je pense que le site Richeboost, déjà, il y a beaucoup d'informations. La liste des sociétés, la liste des SGI et l'actualité sur les entreprises de la BFVM, l'IWA Bénin, etc. Maintenant, quand vous allez sur YouTube aussi, il y a la page Richeboost où il y a aussi des formations qui ont été partagées et tout. Et au niveau de cela, je pense. Okay. Et Monsieur Brignan, si vous avez des ressources à nous partager aussi, vous pouvez nous partager les liens dans les messages, au niveau de la partie message, s'il vous plaît. D'accord, ok. J'avais eu des problèmes avec mon ordinateur, donc je vais me connecter. Ok. Je ne sais pas, avec la connexion, j'ai du mal à recevoir tout le monde. Mais quand même, bon, partagez-nous les ressources que vous pensez qui peut nous aider déjà en début de carrière et dans le monde de la BRVM. Maintenant, nous allons faire place aux différentes questions à prendre. Il y a Christian que je sais qui a posé des questions au niveau du chat. Et nous allons commencer par Christian. Je ne sais pas s'il est toujours là. J'aimerais bien que ceux qui ont des questions puissent lever la main et nous allons poser les questions. Et je tiens à notifier aussi que le temps passe un peu plus que prévu, mais nous allons faire l'effort quand même de continuer et voici la possibilité de faire peut-être une partie 2. On le fera, donc ne vous inquiétez pas. S'il faut une partie 2,
On va s'organiser pour pouvoir le faire. Donc, ceux qui ont des questions, levez la main. C'est moi qui choisis ceux qui vont poser les questions. Et j'aimerais bien qu'on soit bref dans les questions. Et si tes réponses ont été déjà dites, c'est la question que tu veux poser. Si les réponses et la réponse a été donnée précédemment, tu peux t'abstenir de reposer la même question afin qu'on puisse gagner dans les temps. Donc, il y a Christian qui avait posé des questions dans le chat. C'est parce que je n'ai plus le message du chat que je demande à Christian. Donc, Christian lève la main. Il y a Nicole qui a levé la main. À part Nicole, il y a Nicole, il y a Marcelin qui a levé la main. C'est bon pour les questions? D'autres personnes ont des questions? OK. C'est bon. Donc, ceux qui ont des questions, vous adressez directement la question à l'un des panélistes et il vous répond directement. Non, vous ne laissez pas les questions dans les chats. Vous allez ouvrir votre micro et parler quand je vais vous appeler. C'est pas Christian veut commencer. Tu adresses ta question directement au guest concerné ou bien à qui tu veux adresser la question et on te répond dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Christian, on t'écoute. Ok, bonsoir, merci pour la parole. Donc, je ne me rappelle pas du nom comment dire, de nos panélistes, vous m'en excusez, mais je vais adresser la question à celui qui peut répondre va m'aider à avoir plus d'éclaircissement. Donc, j'étais venu un peu en retard et la première des choses que je voudrais savoir, c'est déjà, est-ce qu'on a une application qu'on utilise pour s'inscrire et pour contacter, par exemple, un gestionnaire de compte. Donc ça, il faut déjà qu'on sache comment rentrer en contact avec le marché boursier. Si ce n'est pas une application, dites-nous où la télécharger. Si c'est un site, dites-nous quel site et où, comment s'inscrire, parce que je suis venu un peu en retard, je n'ai pas suivi ça. Maintenant, l'autre chose, c'est que comme tu l'as mentionné plus tôt, moi, je n'ai pas vraiment assez d'informations pour démarrer. Moi, j'aimerais faire une formation. Si vous pouvez me conseiller ou prendre cette formation-là, déjà, je serais content. Donc, voilà mes deux questions. Merci. OK, je vais laisser Brian répondre à cette question. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, déjà, par rapport à la prise de contact, je pense, avec les SGI, j'ai laissé dans le chat la liste des sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc, vous pouvez les filtrer par pays. Vous avez normalement pour chaque SGI un contact et aussi la localisation si vous souhaitez vous rendre là-bas physiquement ou avec le nom même, vous pouvez faire des recherches supplémentaires pour les contacter sur les réseaux sociaux. Donc, après, maintenant, bon, chaque SGI a son application propre pour investir. Mais je pense que là, vous parlez déjà de la prise de contact. Donc, si vous allez sur la plateforme Richebourse, il y a la liste des SGI et leurs informations qui pourront vous aider à prendre contact avec ces sociétés-là. Et par rapport aux formations, je crois bien que Eddy Agosu, il forme. Et il y a aussi sur la plateforme SGE, Rich Bourse, toujours la liste de quelques formateurs en bourse que vous pouvez aussi contacter qui pourront mieux vous expliquer le fonctionnement de la bourse. Rich Bourse a une formation d'initiation uniquement qui vous permet de voir qu'est-ce que c'est que la bourse, pourquoi les cours des actions fluctuent, tout ça. Mais la formation ne va pas sur les méthodes d'analyse. Ça, c'est un côté payant. Donc, nous, on offre gratuitement la vulgarisation, je vais dire, une formation de vulgarisation sur la bourse. Donc, vous pouvez nous contacter après et on vous enverra cette formation-là. Donc, comment contacter les différentes personnes que vous avez mentionnées? Ellie, par exemple, est-ce qu'on contacte ici? Bon, là, j'ai laissé le contact de Rich Bourse dans le chat. Merci.
Je vous en prie. On a Nicole. Nicole, pose ta question. Oui, merci pour les interventions de nos deux guests. Moi, j'ai, disons, deux questions. Ma première question, c'est de savoir, en ce qui concerne les obligations sur le marché, est-ce qu'on peut se retrouver dans des cas de figure où l'entreprise n'est plus en mesure de payer le prêt qu'il a fait? Et dans ces cas-là, comment ça se passe? J'attends la réponse ou je pose les deux questions. Attendez, vous m'entendez? Oui, ok. Donc, j'enchaîne les questions après, qui pourra me répondre. Alors, à part ça, sur le critère du choix de l'entreprise où je veux investir, si je suis débutant, est-ce qu'il y a des critères pour choisir l'entreprise dans laquelle je veux investir, que ce soit acheter des actions ou des obligations? Et voilà, c'est les deux questions que j'ai pour le moment. Merci. Ok. Judith, ton micro est fermé. Oui, c'est Eddie qui répond. C'est à cause de ma connexion, j'essaie de rester. Je me bats vraiment avec la connexion actuellement. Ok, Eddie, tu peux nous aider à répondre aux questions de Nicole, s'il te plaît? Ok, je vais y aller. Alors, par rapport au défaut de paiement, au niveau d'une entreprise qui a emprunté de l'argent ou bien de l'État, bon, personnellement, il n'y a pas encore eu cette expérience, en fait, sur le marché. Personnellement, je n'ai pas encore vécu cette expérience et tout. Toutefois, quand une obligation est validée, en fait, il y a des assurances qui sont derrière cela aussi, qui sont assurées. Et il faut savoir aussi que c'est un système, en fait, le système des obligations au niveau de l'État et tout, c'est un système qui contraint, en fait, beaucoup plus aux États ou bien les entreprises de ne pas avoir de défaut de paiement. Peu importe ce qui se passe, en fait, les États trouvent le moyen de rembourser leurs emprunts. Et c'est pour cela aussi les emprunts qu'ils font aussi, c'est ajuster, c'est étudier et tout pour être dans une situation de remboursement et tout. Sinon, comment on appelle, le coût d'intérêt, la prochaine fois sera élevé et tout ça. Et voilà. Par exemple, je vais donner un exemple. On a, au niveau du Sénégal, actuellement, il y a depuis un moment une situation où il y a eu des dettes qui sont cachées. Et il fallait, quand ils étaient à une échéance de paiement comment on appelle, d'une partie de cette dette au niveau de l'international. Donc, ils ont eu recours à des obligations au niveau du marché pour pouvoir, comment on appelle, rembourser ces emprunts-là et tout, pour être dans un délai et ne pas subir, en fait, les coûts de risque ou bien, comment on appelle, une perte de confiance de leur signature de crédit, en fait. Voilà. Donc, il y a ça. Voilà, il y a cette. Donc, il n'y a pas vraiment de risque à se faire. Mais le risque zéro n'existe pas. Hein. C'est comme si tu achètes un terrain, tu te dis, bon, mon terrain, j'ai un TF et tout, je suis assuré, tout et tout, je ne pourrais pas avoir, comment on appelle, de risque, et l'État vient te prendre ton terrain pour, comment on appelle, pour utilité publique. Et voilà. Donc, au niveau de cette situation, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Maintenant, au niveau de, comment on appelle, les actions, pour acheter une action, c'est comme je vais acheter un terrain. Quand je vais acheter un terrain, on me propose un terrain et tout, je ne me lève pas systématiquement pour aller remettre l'argent à celui qui me vend le terrain. Je vais visiter, je vais voir si c'est un emplacement stratégique, si, comment on appelle la zone
c'est une zone agricole ou bien c'est une zone qui est en cours de viabilisation, je vais me renseigner à la mairie pour savoir si effectivement c'est le propriétaire, le réel propriétaire du terrain, tout ça. Donc, au préalable, je fais en fait une enquête et tout pour savoir et pour une analyse. Donc, de la même façon, quand on veut acheter des actions aussi, il faut analyser l'action. Il faut analyser l'entreprise et tout, parce que je ne viens pas juste remettre de l'argent ou bien truc là. Il faut analyser pour prendre une décision. Et à partir de ton analyse, il y a des outils d'analyse et tout. C'est à partir de cela que tu prends une décision. Je voudrais donner un cas, par exemple, le cas de la Loterie nationale du Bénin, où on a eu, comment on appelle, le premier l'offre publique du gouvernement d'un montant donné où le prix de l'action était à 4 800. Honnêtement, quand on a reçu le document de l'entreprise qui faisait l'état de la situation de l'entreprise et tout, nous, on a toujours dit que le coût de l'action de la Loterie nationale est cher. À 4 800, c'est vraiment cher. 4 800, c'est vraiment cher. On a discuté de ça pendant un moment et tout. Et aujourd'hui, on est en train de voir les résultats. Aujourd'hui, l'action a perdu en valeur près de 25% actuellement. C'est vrai. Peut-être dans le temps, ils peuvent, comment on appelle, performer ou avoir un résultat assez intéressant pour pouvoir, comment on appelle, réellement, pour que le prix de l'action prenne de la valeur. Mais sinon, c'est une action où je pense que ceux qui ont investi dedans actuellement sont en fait latentes. Maintenant, la seule chose, l'autre chose aussi, c'est que quand on lance un OPV comme ça ou bien une entreprise, puisque dans l'environnement immédiat, on a l'habitude de voir cette entreprise, de voir les véhicules de cette entreprise, tout et tout, on se dit que voilà, c'est un jackpot et parfois il y a des gens avec l'émotion ou bien la sensation de vraiment s'enrichir rapidement ou bien de gagner de l'argent, se mettre directement ou même mettre beaucoup d'argent pour acheter ou bien pour participer à l'OPV là. Et parfois, c'est vraiment bon. C'est vrai, il y a des OPV qui se sont bien passés, mais actuellement, pour la loterie nationale, pour ceux qui détiennent l'action, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Donc, si vous avez analysé, par exemple, avec des outils qui leur ont montré que voilà, avec ce scénario, telle chose, en fait, et comment on appelle, ce n'est pas soutenable pour le moment, en fait. Voilà. Mais pourtant, bon, les fonds sont déjà encaissés maintenant. Voilà, il faut patienter pour ceux qui sont dedans et tout. C'est un exemple de tout. Et voilà. Ok, merci beaucoup, Eddy. On va prendre la question de Marcelin. Marcelin, on écoute ta question. Si je peux intervenir rapidement. Ok, bon, on t'écoute rapidement. Disons que le temps nous fait pression un peu. Oui, en fait, bon, par rapport au défaut de paiement pour les obligations, c'est vrai que ce sont des cas exceptionnels, mais c'est déjà arrivé une fois en janvier 2022. Il y a l'État du Mali qui n'avait pas pu payer les échéances des obligations à cause des sanctions qui étaient imposées par l'UEMOA et la CEDEAO au lendemain du coup d'État. Mais après, quand même, ils ont remboursé les investisseurs avec des intérêts aussi. Donc, c'est pour dire que ce sont des cas qui arrivent très, très rarement. Bon, moi, depuis plus de 11 ans, je suis sur le marché. C'est la seule fois où j'ai eu ce défaut de paiement, mais ce n'est pas exclu que ça puisse arriver. Et bon, pour la deuxième question, elle est trop large pour qu'on la développe ici. Les critères de choix des entreprises, ça dépend de votre profil, de la stratégie. Est-ce que c'est du trading, vous voulez faire de la croissance, de la rente et de plein de paramètres qu'on ne peut pas développer ici. Merci. Et on va écouter la dernière question, c'est la question de Marcelin. Marcelin, on t'écoute. Bonsoir, vous m'avez Oui, on vous reçoit faiblement. Oui, on vous reçoit faiblement.
Allez un peu Et, plus fort, s'il vous plaît. ok. Vous me recevez maintenant et bonsoir, je suis Maxwell Lesso. Ce que j'aimerais demander, c'est est-ce que c'est possible comme, que les intervenants, ceux qui sont en train de nous expliquer, là, puissent nous dire le plan de formation, si on doit quitter le zéro pour un profil quand même acceptable pour être investisseur à la bourse. Merci. OK, bon, pour cette question, je pense qu'ils ont laissé leur contact. Il y a Eddie qui fait des formations, vous pouvez le contacter. Ils ont laissé leur numéro WhatsApp. Il y a Rich Pousse aussi qui a une liste de formateurs que vous pouvez contacter, vous allez payer, vous faire accompagner pour vous former à devenir investisseur. Ils ont laissé les différents contacts. Il y a aussi le groupe que Eddie a laissé où tu peux rejoindre et suivre les actualités liées à la BRVM. Marcelin, c'est bon. Recevez, tu es là. Oui, c'est bon, Edith. Merci. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. OK. Bon, on est à la fin. On est à la fin du panel. Je vous remercie tout un chacun d'être resté jusque-là. On a vu que le sujet vous a vraiment intéressé. On est ravis que vous soyez restés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier les différents panélistes, en tout cas les deux guests, Monsieur Brignan et Dossou et Eddie Agossou, d'avoir pris de leur temps pour nous éduquer par rapport à la BRVM. Et on espère fortement que vous allez vous lancer vraiment dans cette nouvelle manière d'épargner. Et la replay, beaucoup ont demandé si il y aura une replay sur la chaîne de Python Bénin. Abonnez-vous là-bas. On publie souvent les mythes, les panels qu'on fait au niveau de la communauté. Donc, sur YouTube, il y a la chaîne de Python Bénin sur laquelle vous pouvez voir la replay au cas où vous aurez besoin de réécouter ce qui a été dit pour vous lancer. S'il n'y a pas d'autres apports, nous sommes vraiment à la fin du panel. On vous remercie et je demande à l'équipe du discutant Dev de rester en ligne pour un débrief. Merci beaucoup. Merci, on vous en prie. Merci beaucoup.